jeunes et migrations, quels enjeux pour le Burkina Faso? C'est sous ce thème que l'on commémore cette année la Journée internationale de la jeunesse. Au Burkina, les jeunes se sont donné rendez-vous à Bobo-Dioulasso pour s'interroger sur la réponse à apporter aux problématiques de jeunesse. Prendre en compte les mendiants et les talibés dans le système éducatif formel et leur donner les mêmes chances de réussir que les enfants inscrits dans les écoles formelles. Le département de Koumba-Bouli cherche à bâtir un pont entre les foyers coraniques et l'école formelle. La santé par les plantes, ces recettes nous viennent des âges et continuent de prospérer même à l'heure de la médecine moderne. Seulement avec le changement climatique, nos plantes médicinales sont en passe de disparaître dans l'ouest du pays. Le docteur Dakio forme les paysans à produire les plantes. Lazare Pouya nous amène à la rencontre du docteur et les producteurs de plantes médicinales. Bonsoir, madame, messieurs. Merci de suivre le 20h sur la télévision du Burkina. Pour commencer ce communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso, au regard des controverses et préoccupations qui traversent les différentes composantes de la société burkinabé et relatives à la création du Sénat, le président du Faso, soucieux de garantir l'unité nationale, de préserver les acquis démocratiques et fidèle à la longue tradition de dialogue et de paix qui ont caractérisé le peuple burkinabé, a donné des instructions au Premier ministre et au ministre d'État, ministre chargé des relations avec les institutions et les réformes politiques, de convoquer dans les meilleurs délais le comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles, à l'effet de lui soumettre au plus tard le 31 août 2013 un rapport d'étape circonstancié sur le processus d'opérationnalisation du Sénat avec des recommandations et propositions appropriées dans un esprit de consolidation des institutions républicaines, le raffermissement continu de la cohésion sociale ainsi que la mobilisation de l'ensemble des citoyens autour des enjeux de stabilité et construction du développement constitue un impératif pour l'édification d'un Burkina Faso de progrès et de démocratie. Ouagadougou, le 12 août 2013, signé la direction de la communication de la présidence du Faso. Suite de ce journal, en ce jour 12 août, l'humanité célèbre la Journée internationale de la jeunesse au Burkina Faso. L'événement est célébré dans les hauts bassins, dans la capitale économique du Burkina. La journée qui mobilise l'ensemble de la jeunesse à travers leurs organisations associatives est placée sous le thème Jeunes et migration. Quels enjeux pour le Burkina Faso? De Bobo-Dioulasso, le compte-rendu de Ibrahim Sourinoma Guirman. Bobo-Dioulasso, chef-lieu de la région des Hauts-Bassins, point de ralliement de la jeunesse burkinabé. Dans cette salle archi-comble de l'ENEP de la ville, les jeunes sont venus des 4 vents du pays pour célébrer, à l'instar du reste du monde, la Journée internationale de la jeunesse. À la tribune officielle, chacun des intervenants a interpellé la jeunesse sur le thème de la manifestation « Jeunes et migrations, quels enjeux pour le Burkina Faso ?» Certes, les migrations ont toujours existé au cours de l'histoire de l'humanité. Toutefois, les images dramatiques des migrants clandestins ont mis depuis quelque temps l'Afrique de l'Ouest sur le devant de la scène. Bien que ces images ne résument pas tous les enjeux migratoires de la région, elles nous amènent cependant à comprendre que la migration en tant que droit humain doit toujours se faire dans un cadre légal. C'est désormais une jeunesse suffisamment édifiée sur le sujet du jour qui se dit prête à accélérer le train du développement que des fléaux comme la migration tendent à ralentir. Nous reconnaissons dans le message qui a été porté à la connaissance des jeunes aujourd'hui, parce que nous pensons que nous devons être les acteurs qui vont participer à la construction de notre patrie. Il ne serait pas intéressant que les jeunes burkinabés, qui sont la vitalité de ce pays, se retrouvent à l'extérieur et abandonnent leur propre pays. Burkina Faso a longtemps fait les frais d'une émigration incontrôlée, notamment de sa frange jeune vers les pays limitrophes. La Journée internationale de la jeunesse 2013 vient donc mettre le doigt sur la plaie qu'il faut soigner à tout prix. Les jeunes entendent faire leur part à travers diverses activités organisées autour de cette journée, comme des conférences publiques, des activités socio-culturelles, un camp vacances éducatif et une campagne de reforestation. À Bobo-Dioulasso, l'événement s'était également fini chaud, 14e édition. La cérémonie inaugurale a mobilisé
au théâtre de l'amitié. L'association Denis Démé a ouvert cette année la compétition à plus de participation de villes. D'autres innovations sont introduites, une révalorisation des récompenses distribuées aux lauréats et l'introduction du live. Bref, l'ambiance et le spectacle est garanti dans ce programme de vacances très attendu à Sia de Bobo Dioulasso. Le reportage de Sougrinoma Ibrahim Yigma. Depuis 14h30. 2 heures avant le début du spectacle, une marée humaine, une queue interminable aux portes du théâtre de l'amitié de Bobo Dioulasso. Sur le marché parallèle, certains ont dû débourser 2 fois le prix d'entrée pour se donner toutes les chances d'assister au lancement officiel de Fitini Show 2013, une des plus grandes manifestations culturelles au Burkina Faso destinées aux enfants. Selon les organisateurs, les 3500 tickets confectionnés sont vendus. Le show va devoir se faire à guichet fermé. Et le show, le voici. Des vagues de prestations se succèdent sur le podium. Ballet, élection Miss, imitation d'artistes. Le public du théâtre de l'amitié a du mal à s'asseoir. Placé sous le thème Jeunesse, culture et promotion de la paix, Fitini Show 14e édition se veut aussi celle des innovations. La première innovation, c'est que cette année, la finale en catégorie playback se fera en live. Donc les enfants vont faire une résidence de 3 semaines et nous fournir donc à la finale du live par rapport aux artistes qu'ils ont imités. La deuxième innovation, c'est que la finale sera en direct donc avec le partenariat avec la RTB. Et les prix ont considérablement augmenté. Et l'une des principales innovations cette année, c'est que nous avons lancé cette opération que vous avez aujourd'hui, l'opération subvention volontaire pour aider les enfants qui sont en difficulté. Ça veut dire qu'on demande à tout le monde de contribuer, des enfants. Si vous êtes pauvre, il y a plus pauvre que vous. Si vous êtes riche, il y a plus riche que vous. Donc il faut contribuer à 100 francs, 25, 50 francs pour qu'à la fin, nous puissions faire une cérémonie, venir en aide aux enfants qui sont en difficulté, soit par des bourses pour qu'ils puissent étudier, soit par des fournitures scolaires. 9 villes sont en compétition à Fitini Show 2013, dont Fada et Manga qui sont à leur toute première participation. 800 000 francs CFA et un trophée sont en jeu pour le vainqueur à la grande finale prévue le 29 septembre prochain. La jeunesse en action, c'est cet exemple que la Jolat veut donner dans le Sanguier. La jeunesse unie pour Luc Adolphe Thiaw porte l'ambition de booster le développement du Sanguier. Après s'être illustrée par sa participation à la campagne des législatives et municipales de décembre 2012, la Jolat entend se donner les moyens d'aller plus loin. Abdelaziz Yagibou. Le rapport présenté à l'assistance par la jeunesse unie pour Luc Adolphe Thiaw Gilat fait état d'une mission réussie pour ce qui est de la conduite de la campagne des élections couplées de décembre dernier. Organisé en comité de base, les membres de l'association auraient parcouru les recoins des communes de Pouni, Zamo et Zawara pour porter le message de leurs candidats au plus près des populations. Une tournée d'information et de sensibilisation avec à la clé une victoire de nouveau saluée ici. Ce soir, nous avons fait un peu le point de tout ce que nous avons pu faire pendant la campagne et de ce que nous envisageons faire après cette campagne. Après, effectivement, la campagne, la GILA ne doit pas mourir, mais si la GILA doit continuer, il faut qu'elle soit bien réorganisée, qu'elle change d'appellation. Avec à leur côté des anciens de la contrée, mais aussi des personnes ressources venues les encourager et leur prodiguer des conseils, les membres de la GILAC ont partagé leur vision pour le décollage économique du Sanguier. Tout en sollicitant l'accompagnement du gouvernement sur les différents chantiers du développement, ils ont promis, comme le suggère leur aîné Luc Adolphe Thiaw, progresser désormais en rang serré dans cette marche effectivement entamée à la veille des élections du 2 décembre. Transformez votre association à une association de jeunes pour le développement. C'est vrai, j'ai été honoré, mais Luc Adolphe Thiaw n'étant pas immortel, pensant à quelque chose qui est beaucoup plus immortel. Je vous amène à transformer la GILAT pour en faire une association de jeunes dynamiques pour le développement et je serai toujours avec vous pour vous soutenir. Je serai votre parrain et je pense également aussi que les autres frères sont également aussi avec vous, les sœurs sont avec vous. Les responsables des comités de base de Pouni, Zawara et Zamo se sont succédés ici pour exposer les préoccupations majeures de l'heure. Des doléances qui vont de la réalisation d'infrastructures socio-communautaires à la résolution de la question du chômage, en passant par la multiplication des formations au profit des paysans,
leur équipement en matériel agricole, mais aussi la réalisation de fourrages et de retenues d'eau. La Joulate veut un sanguier plus vert. On s'est donc mobilisé pour planter des arbres à Pouni. C'était en présence de Luc Adolphe Tiao, le Premier ministre, qui a officiellement lancé la mise en service des réseaux électriques destinés à couvrir Pouni et Tita. Abdelaziz Yakibou, reportage. Un Pouni revêtu de son couvert végétal d'antan, la jeunesse unie pour Luc Adolphe Tiao retrousse les manches. Avec à l'avant-garde les leaders politiques du Sanguier, mais aussi des acteurs de premier rang, dans le combat contre l'avancée du désert vers cette commune où le taux de consommation du bois de chauffe est très élevé, l'assaut a été une fois de plus lancé. Plus de 400 plantes ont été mis en terre en cette matinée dominicale. Je tenais à marquer par ma présence tout simplement un soutien à la jeunesse du Sanguier et de Pouni en particulier. C'est à nous, les hommes et les femmes du Burkina, de renouveler ce couvert végétal. Sinon, nous serons gagnés par le désert et vous connaissez les situations difficiles qu'entraîne la désertification. Je félicite beaucoup cette jeunesse qui m'a accompagné l'année dernière, qui a pris donc l'initiative aujourd'hui d'organiser cette plantation d'arbres afin de donner l'exemple à tous les jeunes de la commune de Pouli que planter un arbre ne demande pas grand-chose, ça demande simplement un peu de bonne volonté et puis le reste peut aller. Donc à l'image de cette plantation d'arbres que nous venons de faire à Pouni, j'invite tous les jeunes à travers le Burkina Faso à s'investir vraiment pour planter des arbres. Et en plantant des arbres, bien sûr, nous aurons donc la chance également aussi de renouveler notre couvert végétal. Outre cette initiative éco-citoyenne, un autre front s'ouvre désormais dans cette lutte contre la désertification avec l'arrivée officielle de l'électricité à Tita et à Pouni. Un frein à la coupe abusive du bois, mais aussi un autre pas de franchi dans le processus d'exécution du programme spécial d'électrification de 115 localités, dont 87 chefs-lieux de communes rurales d'ici à 2015. Je voudrais vraiment saluer cette initiative, la Sonabel, qui nous permet donc aujourd'hui d'électrifier ce gros village qui fait plus de 10 000 habitants. Mais c'est aussi rassurer également les populations du Burkina Faso que l'engagement que son excellence du président de Faso a pris à Ouéguia en 2010, en disant que tous les chefs-lieux de communes seront électrifiés durant son mandat, cela sera fait. Aujourd'hui, le programme est très avancé et nous pensons qu'effectivement, d'ici la fin, donc d'ici 2015, nous n'aurons pas moins de 500 localités qui vont s'électrifier en plus, ce qui constitue un véritable facteur de développement. Satisfait des populations de Tita, une localité qui verra certainement ses activités économiques s'intensifier du fait de sa position stratégique de zone de transit. Avec une très grande joie et une certaine fierté que nous avons pu accueillir l'électricité à Tita aujourd'hui. Ça va être un boom économique en tout cas pour la ville de Tita et en partant la commune même rurale de Pouni. Le projet a coûté en gros 315 millions de francs CFA. Vous vous rappelez aussi que nous avions mis Pouni sous tension en novembre 2012. Et aujourd'hui, Tita est sous tension. On nous promet déjà une centaine d'abonnés. Et comme je l'ai dit tantôt, l'électricité apporte le développement. Éco-citoyenneté arrimée avec élan de solidarité au cours de cette journée chargée d'activité pour le Premier ministre dans cette partie du Sanguier. Luc Adolphe Tiao a donné 2 tonnes de vivres aux personnes nécessiteuses de la zone. Au groupement féminin de Pouni dénommé Nikouin, il a offert un moulin. Planter utile, c'est ce qu'a fait également le ministère en charge des ressources animales et halieutiques. 2000 plants ont été mis en terre pour donner plus de verdure au Centre national de multiplication des animaux performants. Le reportage de Yolande Lompo. Ces plantes représentent un échantillon de ce qui reste du reboisement de l'année dernière dans le Centre national de multiplication des animaux performants. Une station bâtie sur une superficie d'environ 6500 hectares et créée en 1979 avec pour but de contribuer à l'amélioration génétique du cheptel local, mais qui est malheureusement pris d'assaut par la population et les animaux. Nous avons aussi développé une clôture grillagée. Mais malgré tout cela, les gens viennent rabattre les clôtures quand on n'est pas là pour faire passer les animaux, comme c'est le seul espace maintenant qui a des ressources pâturables. Donc ça fait des problèmes pour
la survie des essences. L'autre aspect, c'est aussi de sensibiliser les populations à la restauration, à prendre soin. Avec les amis du Lions Club Ouagadougou Vision, ces cadres du ministère des Ressources animales vont planter utiles. Nous utilisons ces différentes plantes-là de par leur intérêt et de par leur résistance à la dent de l'animal, à la résistance à la sécheresse, la résistance aux termites et aussi leur importance alimentaire pour les cheptels. Et cette année, ce sont plus de 2000 plants d'une douzaine d'espèces qui seront mis en terre. Le thème retenu pour le ministère des Ressources animales et halieutiques est « Plantons utiles pour une restauration des parcours ». Le reboisement doit mettre en relation la plantation avec l'alimentation des animaux. Cette activité du ministère des Ressources animales entre dans le cadre de la campagne de reboisement 2013 au Burkina Faso. À Nadiagou, le bureau des douanes, la mairie de Pama et la direction de l'environnement de la Kompienga se sont associés pour planter des arbres. Dans la foulée, des manguiers ont été offerts aux écoliers pour poursuivre l'action de reboisement et développer en eux des réflexes d'éco-citoyenneté. Le reportage de Ramatou Zida. La deuxième édition de la campagne de reboisement dans la commune de Pama et dans la ville voisine de Nadiagou a permis de mettre en terre 1850 plants. Des manguiers greffés, des plantes épineuses et des plantes ornementales étaient concernés par l'opération. Planter utile, souci principal des initiateurs de cette campagne, mais aussi inculquer des réflexes d'éco-citoyenneté aux tout-petits avec la distribution de manguiers greffés aux écoliers des deux villes. D'offrir un cadre de vie agréable à la population de Pama, de contribuer à l'aménagement paysager au niveau des artères de la commune, et également de contribuer à l'émancipation des populations et à leur éducation éco-citoyenne dans le cadre de la préservation de l'environnement. L'arbre, c'est comme l'eau. C'est utile pour les populations, c'est utile pour la nature. Donc je pense que c'est une bonne occasion pour nous de dire encore merci à tout l'ensemble des acteurs qui sont venus aujourd'hui nous accompagner. Après 2012, où le bureau de douane de Nadiagou avait planté plus de 2000 espèces, il poursuit dans la même dynamique cette année pour accompagner l'action de développement des collectivités territoriales. La douane contribue aussi à la sensibilisation des populations pour inciter à la lutte contre la déforestation dans la commune de Pama. L'environnement est un bien universel, donc la douane étant un partenaire économique dans toute nation, nous nous sommes dit qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver même les intérêts de cette structure. Et comme souvent on le dit, quand l'environnement va bien, l'économie va bien. D'autres objectifs qu'on pourra ajouter, c'est renforcer encore la collaboration entre les services déconcentrés de l'État et la population locale. Le reboisement a permis de reverdir des rues principales de Pama et de Nadiagou, aux écoliers de planter 200 manguiers et d'installer une haie vive de 596 mètres pour lutter contre la divagation des animaux domestiques aux alentours de la cour de la douane de Nadiagou. Face au changement climatique, certaines espèces végétales connues pour leurs vertus curatives sont en passe de disparaître dans la région des Hauts-Bassins. Un homme travaille à inverser cette tendance. Le docteur Zéphirin Dakuo initie des paysans à la production de plantes médicinales, une initiative qui porte, elle ouvre à un métier qui nourrit bien son homme. Reportage Lazare Pouya. Nous sommes ici à Bélégadougou, localité située à 17 km au nord de Banfora. Tout comme dans bon nombre de localités du Burkina Faso, les ressources végétales occupent une grande place dans la vie de l'homme. Pour se défendre contre certaines agressions, plusieurs font recours aux médicaments et nutriments susceptibles de stimuler ou de rétablir son équilibre. Parmi les sources de médicaments, il y a principalement les plantes médicinales. À l'initiative du docteur Zéphirin Dakuo, pharmacien et responsable de Phytofla, une coopérative des producteurs de plantes médicinales des Cascades a été formée et dont l'un des objectifs est de promouvoir la culture des plantes médicinales. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de praticiens qui ne savent pas exploiter. Ils exploitent les plantes de manière anarchique. Donc, nous les avons réunis en coopérative et nous les avons donné des formations avec l'appui de l'environnement.
Daouda Ouattara est producteur de plantes médicinales depuis 2005. Ici, il exploite 5 espèces médicinales. La menthe, la cola, et le cassia alata qui est communément appelé kenkeliba, et aussi l'alcornéline. Nous nous sommes rendus compte que la matière première de Phytofla allait peut-être un jour faire l'objet d'une rupture. Le docteur Daku a eu l'idée de recruter des producteurs qui vont produire la matière première. À 49 ans bien sonnés, Daouda Ouattara et ses 2 femmes s'activent dans leur champ de plantes médicinales. Ils possèdent un groupe électrogène acquis grâce au prêt de la coopérative. En saison sèche comme en saison pluvieuse, ce groupe électrogène est utilisé pour arroser les 5 espèces cultivées par le couple Ouattara. Ici, la citronnelle est cultivée en un demi-hectare, la menthe 1 hectare, le cassia alata 1 demi-hectare, l'alcornéline cultivée comme une espèce de protection de berge plantée en 2 bandes et la cola 70 pieds, dont 5 à l'état adulte qui produisent. Plus de 20 millions de francs CFA sont récoltés par an par la coopérative grâce à la culture des plantes médicinales. Bon, la citronnelle, il dit en une campagne, il peut livrer 15 tonnes. Ça lui revient à 1 500 000 francs. Et la menthe, ça, il produit 800 kilos par an. Voilà, donc ça aussi, ça lui fait 800 000 francs. La cola, ça fait 1 tonne et demie. Et ça fait 1 500 000 aussi. Pour le cassia alata, on peut récolter 3 à 4 tonnes par an. Cela nous revient à 1 500 000 à 2 millions aussi. Et l'alcornéline, bon, là, nous faisons une exploitation sommaire et le kilo, il fait 350 francs. Faire face à la rupture tout en anticipant pour permettre aux tradis praticiens de santé et le laboratoire Phytofla d'avoir toujours les espèces convenables, voilà d'où est venue l'idée d'organiser les producteurs et les aider à produire des plantes médicinales. La citronnelle, nous l'utilisons pour fabriquer les thés et aussi nous l'utilisons pour fabriquer les huiles essentielles, des arômes anti-moustiques. La menthe, elle est utilisée comme additif dans les produits contre la fatigue. Voilà, et aussi nous avons la cola. Et la cola aussi est utilisée comme additif dans les produits pour la fatigue. Le cassia alata, communément appelé kenkeliba. Voilà, donc ce produit, cette espèce-là est utilisée pour lutter contre le paludisme. Voilà, et aussi la fièvre jaune, l'alcornéline qui est utilisée pour lutter contre les infections nasales et les sinusites. En 8 ans d'exercice, Daouda Ouattara avoue que le métier nourrit son homme. Il arrive à subvenir aux besoins de la famille, que ce soit du domaine sanitaire et scolaire aussi. J'ai 8 enfants, voilà, donc je pense que j'arrive à les scolariser, à les nourrir, à les soigner, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. S'il est vrai que la médecine traditionnelle apparaît aujourd'hui comme l'alternative la plus appropriée pour combler les carences en besoins sanitaires dont nos populations aspirent, la question de la promotion de la culture des plantes médicinales devrait être perçue comme une initiative d'avenir. L'importance des plantes médicinales au Burkina n'est plus à démontrer, reste à asseoir une vraie politique de plantation des espèces pour ajouter à la nature et en tirer davantage de profit. Les autorités locales des régions du Sahel au Burkina et de Tillabéri au Niger se sont retrouvées à Dori pour évoquer des questions de collaboration entre autorités administratives et locales. Les 2 parties sont soucieuses de maintenir la sérénité dans les zones transfrontalières après l'arrêt de la Cour internationale de justice du 16 avril dernier qui vide le différend frontalier entre le Burkina et le Niger. À l'issue de leur rencontre, les 2 parties ont convenu de poursuivre les concertations pour renforcer la coopération transfrontalière. Le reportage est signé de Nicolas Zigani. Cette rencontre de concertation entre les autorités locales des régions du Sahel au Burkina et de Tillabéri au Niger
permet de partager les préoccupations des populations et ensuite de faire des propositions de mécanismes de gestion apaisés des inquiétudes des populations installées de part et d'autre le long de la frontière. Suite à l'arrêt de la Cour internationale de justice rendu le 16 avril dernier sur le règlement du différend frontalier entre le Burkina et le Niger, les deux pays ont affiché leur volonté à résoudre de façon pacifique leurs litiges. À cela s'ajoutent certains fléaux non négligeables. Les vols de bétail à grande échelle, la criminalité transfrontalière, le trafic de drogue, l'usage des explosifs sur les sites aurifères. Il est alors de bonne loi pour les autorités locales d'accorder leur violon pour la mise en œuvre des conclusions de la commission mixte Burkina-Niger. Dans le communiqué final de cette rencontre, les deux parties se sont engagées à privilégier le dialogue pour résoudre tous les problèmes dans un esprit de responsabilité et de fraternité. Les deux délégations ont encouragé les maires des zones frontalières à approfondir leurs relations pour la paix et le mieux-être des populations. La prochaine rencontre est prévue en terre nigérienne. L'UEMOA initie le diplôme d'expertise comptable et financière DECOFI pour promouvoir la profession de comptable. L'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Burkina Faso soutient un tel projet. L'ONECA abrite ainsi les premières journées techniques du DECOFI. C'est une session de formation qui regroupe des experts comptables stagiaires de l'espace UEMOA appelés à mieux s'outiller pour répondre aux exigences du métier d'expert comptable. Reportage Drissa Seri. Au nombre d'une cinquantaine, ces experts comptables stagiaires issus des différents pays de l'UEMOA ont fourni l'effort de se mettre au processus de la formation diplômante. Leur objectif, devenir des experts comptables confirmés. À cet effet, ils bénéficieront durant une semaine de l'encadrement des aînés. Les experts comptables jouent un rôle de premier plan dans l'accompagnement des économies nationales. C'est pourquoi cette première session des journées techniques du diplôme d'expertise comptable et financière a choisi d'aborder des thèmes liés à l'accompagnement des investisseurs, l'acquisition d'entreprises, l'audit financier et l'accompagnement des systèmes financiers décentralisés. Mieux s'organiser, stabiliser le cursus, donner plus de crédibilité et de reconnaissance au diplôme, ce sont autant de défis qui se posent aujourd'hui à la profession de comptable. Il faut qu'il y ait des ordres nationaux d'experts comptables suffisamment structurés, avec des membres suffisamment compétents, suffisamment crédibles, suffisamment intègres, pour qu'on puisse leur confier la validité de l'information financière. Pour que quand on voit des bilans, des comptes de résultats, des chiffres, qu'on puisse avoir confiance que ces chiffres-là représentent des réalités. Et que donc, à partir de ces chiffres, on peut prendre des décisions, aussi bien au niveau gouvernemental, au niveau privé, qu'au niveau des acteurs eux-mêmes, des investisseurs. Futur garant de la transparence financière dans l'espace UEMOA, il est attendu des stagiaires qui s'engagent et se consacrent totalement au diplôme pour faire honneur à la profession. Pendant ce temps, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale reçoit du 109 10 nouvelles compétences qui ont fait leurs humanités à l'INEI, l'Institut des hautes études internationales. Ils sont spécialisés en droit et en politique internationale. Ils vont contribuer au rayonnement international du Burkina. Cette promotion a pris le nom de Renaissance africaine. Reportage Jacques Lamissa, Tarpaga. Ils iront défendre l'intérêt supérieur de la nation dans leurs postes respectifs, mais de façon diplomatique. Ce sont 10 diplomates sortis de l'Institut des hautes études internationales INEI, 10 compétences pour le rayonnement du Burkina Faso au plan international et l'intégration régionale. L'Union africaine aujourd'hui a besoin du 109, d'une autre vision, et nous pensons que nous sommes prêts aujourd'hui pour booster cette nouvelle Afrique au devant de la scène internationale. Ces cadres mis à la disposition du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale sont spécialisés en politique internationale et en droit international. Pour leur promotion, ils ont choisi le nom de baptême Renaissance comme Renaissance africaine. Pour nous, lorsque une promotion comme celle que nous célébrons aujourd'hui décide de choisir de porter comme nom de promotion cette référence à la Renaissance, ça nous indique que notre message à l'endroit des peuples d'Afrique a été entendu et que ces jeunes s'engagent à promouvoir les valeurs qui doivent aller dans le sens de la renaissance de l'Afrique. Pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, ces nouveaux diplomates arrivent à un moment où le monde connaît de nombreuses mutations.
Aujourd'hui, effectivement, les perturbations et les désordres que nous connaissons aujourd'hui au plan international appellent nos pays à se doter d'outils diplomatiques extrêmement performants. C'est la raison pour laquelle je pense que les jeunes que nous accueillons aujourd'hui doivent prendre pleinement conscience de la mesure des enjeux qui les attendent et s'y investir. Ces lauréats constituent la deuxième promotion de l'INEI, un institut qui se positionne de plus en plus comme un centre de référence pour le Burkina Faso et pour l'Afrique. L'ONG Ingénierie du développement économique, environnemental et social récompense les meilleurs élèves de 4 écoles des communes de Komsilga et de Saponé, les meilleurs élèves au CPE, les meilleurs élèves des classes intermédiaires ainsi que les meilleurs maîtres ont reçu des récompenses. Pélagie Benpanomé, Sawadogo. Ils sont les meilleurs au certificat d'études primaires des écoles de Banembato, comme Saga, Talefmenga et Tansega des communes rurales de Komsilga et de Saponé. C'est l'école primaire Tansega qui abrite cette année la deuxième édition de l'excellence dans les écoles du programme BK2 pour avoir enregistré les meilleurs résultats au CEP. Je suis content parce que j'ai eu un vélo et des sacs. Je vais travailler mieux l'année prochaine. Je suis content d'avoir un vélo. Je vais travailler mieux plus que ça. Les meilleurs élèves des classes intermédiaires des 4 écoles ont été aussi récompensés. Le meilleur enseignant reçoit une bouteille de gaz plus une somme de 15 000 francs CFA. Le mérite des conseillers pédagogiques, des inspecteurs ainsi que des directeurs d'école a été aussi reconnu. L'école Talef Menga de Komsilga remporte le prix spécial car elle a réalisé un taux de succès de 48,89% contre 28,85% l'année dernière. L'an passé, on a fait un taux de plus de 87%. Cette année encore, on est allé, nous sommes au-delà. On a fait un écart positif de plus 2. Donc vraiment, je remercie Dieu de nous avoir élevés jusqu'à un tel succès. Après la première édition, ça crée vraiment un système de motivation au niveau des 4 écoles là. Et voilà, Tansega qui était autour de 80% l'année passée à 87%. L'initiative est de l'ONG Ingénierie de développement économique, environnemental et social, appui, conseil et gestion. Elle vise à susciter l'émulation dans ces 4 écoles des communes de Komsilga et de Saponé. Savoir mémoriser le Coran, c'est merveilleux, mais c'est encore meilleur si les pensionnaires des foyers coraniques pouvaient s'ouvrir à d'autres savoirs. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est à la recherche d'approches pour jeter un pont entre les foyers coraniques et l'école formelle. La perspective, c'est de pouvoir à une prise en charge de ces écoles, une prise en compte de ces écoles dans l'organisation du système éducatif au Burkina Faso. Il s'agit par cette initiative d'offrir aux talibés une égale chance de succès avec les enfants inscrits dans le système formel. Le reportage de Abdul Rasmane Zongo. On les appelle tantôt des talibés ou garibous, tantôt des mendiants ou enfants de la rue. Issus généralement des foyers coraniques, où ils s'adonnent à l'apprentissage et à la mémorisation du Saint-Coran, ils arpentent à longueur de journée les rues en ville comme en campagne, à la recherche d'une subsistance journalière parfois incertaine. L'autre hic est que ces talibés, en plus des énormes risques auxquels ils sont confrontés en se mariant à la rue, est qu'ils sont aussi exclus du système classique de l'éducation. Il faut donc rectifier le tir avant que le réveil ne soit douloureux, d'où ces journées de réflexion. La rue ne peut pas être une école. La rue n'éduque pas l'enfant pour la vie. Elle l'éduque peut-être pour autre chose et certainement de mauvaises choses. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons avoir un programme bien conçu désormais pour tous les enfants du Burkina Faso, de manière à leur permettre d'évoluer normalement pour être désormais et dans un futur proche, très certainement, les futurs cadres de la nation. Éminent cheikh, guide spirituel, maître coranique, pédagogue et praticien de l'éducation, entre autres, ont 3 jours pour diagnostiquer la situation des talibés qui n'est guère reluisante. Une étude menée dans la ville de Ouagadougou par une ONG, en 2009, a permis de recenser 8063 enfants en situation de rue
Donc 5943 enfants talibés composés uniquement de garçons, soit 73% de l'effectif total. Une question qui n'est plus seulement religieuse, mais est devenue une préoccupation sociale. L'objectif à terme est de provoquer un divorce d'une part entre ces enfants et leurs boîtes et d'autre part entre ces enfants et la rue en leur incluant dans le système éducatif formel. Toutes choses qui participent à la lutte contre l'analphabétisme par l'encadrement, l'éducation et la formation pour la vie et à la vie. Le pasteur Thomas Traoré est désormais le nouveau président de l'église de l'Alliance chrétienne du Burkina Faso. Il a pris fonction le 3 août dernier. Le pasteur Traoré remplace à ce poste Job Dao qui a passé 8 ans comme président de l'église de l'Alliance chrétienne. Le reportage de Amadou Lougué et de Moumouni Barou. Ce rituel religieux marque l'installation officielle de Thomas Traoré comme président de l'église de l'Alliance chrétienne du Burkina Faso. Élu lors d'une assemblée générale tenue le 23 mars dernier à Bobo-Dioulasso, ce pasteur est le 5e président à diriger cette entité religieuse fondée au Burkina Faso en 1923 par des missionnaires d'origine canadienne et américaine. Je dois dire que c'est un sentiment également de joie. Et pourquoi? Parce que mon prédécesseur, celui que j'ai remplacé, le pasteur Job Dao, comme je l'ai dit, a fait un excellent travail. C'est vrai que nous étions ensemble dans le bureau, mais il a été celui qui était au devant de toutes choses. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et pour moi, c'est une satisfaction, voyez, de pouvoir prendre la relève. Le pasteur Thomas Traoré est élu pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Il succède à Job Dao qui a passé 8 ans à la tête de l'Alliance chrétienne du Burkina Faso. La gestion des hommes est très difficile et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant donc ces 8 ans. Nous avons vu la main de Dieu nous conduire et aujourd'hui donc je rends grâce à Dieu pour vraiment son soutien. Mon message c'est d'abord une joie et ce que je demande c'est l'unité de l'Église, c'est qu'on soutienne le serviteur de Dieu et qu'on écoute ses messages et que l'unité de l'Église soit encore renforcée. L'Église de l'Alliance chrétienne couvre aujourd'hui les régions de la Boucle du Moun, des Cascades, du centre-ouest, des hauts-bassins et du sud-ouest. Les étalons n'ont pas fini d'être honorés pour leur titre de vice-champion d'Afrique. Les Burkinabés de France ont organisé une soirée en leur honneur ce samedi à Paris. La RTB était au cœur de l'événement. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Franck Soubega et Victorien Marienne. Le comité de soutien aux étalons de France, plus que jamais reconnaissant aux étalons d'hier et d'aujourd'hui. Porté sur les fonds baptismaux au moment où les étalons connaissaient le meilleur de leur parcours en Cannes dans l'édition de 2013 en Afrique du Sud, ce comité vient de réussir son entrée dans la cour du 12e joueur des étalons par l'organisation effective d'une soirée dédiée aux étalons d'hier et d'aujourd'hui. En effet, les Burkinabés de France se rappellent encore, comme si c'était hier, le coup de tonnerre inattendu des étalons à leur 9e participation à la CAN de 2013 en Afrique du Sud. Ces hommes et ces femmes ainsi réunis dans la salle des fêtes de la mairie de Bessancourt dans la banlieue de Paris ont également célébré tous ceux et toutes celles qui dans leur vie de sportifs et sportives ont vaillamment défendu les couleurs nationales. J'avais dit à mes camarades que sincèrement, si jamais on doit lancer un comité de soutien aux étalons, c'est maintenant ou à jamais. Et spontanément, les autres m'ont suivi. Cette grande première dans le soutien des sportifs burkinabés par la diaspora de France n'a laissé personne au bas-côté. Le savoir-faire des couturiers Georges Bazier, DJX et Franck Zango, la brochette d'artistes musiciens amenée par Ous Menez ont été des ingrédients dire des retours aux sources réussies. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, apprécie à sa juste valeur cette initiative qui vient honorer des jeunes burkinabés qui ont su, depuis un certain temps, représenter dignement donc, le Burkina Faso. Donc, organiser une telle manifestation en l'honneur des étalons à Paris ne pourrait laisser l'ambassade indifférente.
Pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître, même si pour des raisons diverses, les célébrés dans leur majorité étaient malheureusement absents. Effectivement, ce n'était pas gagné d'avance, mais il était important pour nous de le faire. Nous avons essayé, Dieu merci, avec le soutien de tous. Nous sommes très heureux de voir les gens contents ce soir. Car cela ne tienne, les Burkinabés de Paris environnants ont dans une chaude et fraternelle ambiance fait le show à l'hommage des étalons dans leur ensemble jusqu'à l'eau. Avant de nous quitter, je reprends pour vous le contenu de ce communiqué de la présidence du Faso au regard des controverses et préoccupations qui traversent les différentes composantes de la société burkinabé et relatives à la création du Sénat. Le président du Faso, soucieux de garantir l'unité nationale, de préserver les acquis démocratiques et fidèle à la longue tradition de dialogue et de paix qui ont toujours caractérisé le peuple burkinabé, a donné des instructions au Premier ministre et au ministre d'État, ministre chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques, de convoquer dans les meilleurs délais le comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles à l'effet de lui soumettre au plus tard le 31 août 2013 un rapport d'étape circonstancié sur le processus d'opérationnalisation du Sénat avec des recommandations et propositions appropriées dans un esprit de consolidation des institutions républicaines. Le raffermissement continu de la cohésion sociale ainsi que la mobilisation de l'ensemble des citoyens autour des enjeux de stabilité et construction du développement constitue un impératif pour l'édification d'un Burkina Faso de progrès et de démocratie. C'est un communiqué signé de la direction de la communication de la présidence du Faso. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis.